Écolo, nom ou adjectif. Relatif à toute personne, produit ou comportement qui prend en compte le respect de l'environnement et du développement durable. En lisant cette définition, rien ne sous-entend qu'être écolo, ce serait un privilège. Pourtant, quand on se demande ce que c'est vraiment d'être un écolo, on pense plutôt à cet énergumène qui s'apparente souvent à un bobo qui aurait le temps et surtout les moyens de se consacrer à l'environnement. L'image de l'écolo, c'est rarement celle d'un individu issu des classes populaires pour lequel on entend souvent dire qu'il y a d'autres priorités que l'écologie. Alors, l'écologie est-elle vraiment que pour les riches et les privilégiés ? Est-ce que le désamour général des classes populaires pour les questions écologiques est vraiment le fruit d'un désintérêt comme peuvent laisser entendre certains discours classiques ? Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Commençons par remettre les choses dans leur contexte. La raison pour laquelle le privilège est une source aussi puissante de croyances incontestées est qu'il est assez difficile à percevoir pour les personnes qui le possèdent, alors qu'il est presque toujours évident pour tous les autres. C'est le résultat d'un processus psychologique appelé dissonance cognitive, par lequel le cerveau se recalibre de manière à ne pas percevoir les aspects du monde qui présentent des contradictions douloureuses ou qui remettent en question notre sentiment d'identité. Dans le contexte des privilèges, cela signifie que l'on structure notre monde de manière à ce que nos avantages sociaux semblent naturels ou mérités, ou les deux. Il en résulte également que les personnes qui éprouvent manifestement des difficultés peuvent être vues comme différentes ou comme déficientes. Le fait que ce fait nous échappe ne fait pas de nous fondamentalement des personnes mauvaises, mais simplement des humains. Les privilèges d'ethnicité et de classe, mais aussi de capacité physique ou mentale, ne sont pas mérités et sont intégrés dans les institutions et les structures de notre société. En outre, grâce à la dissonance cognitive, ceux qui possèdent des privilèges vivent une réalité radicalement différente de ceux qui n'en ont pas. Les conséquences sociales de cette déconnexion sont énormes, et ce, peu importe le domaine, même si aujourd'hui on va se concentrer sur l'écologie. Maintenant qu'on sait comment fonctionne un privilège, est-ce que être écolo c'en est vraiment un ? Parce qu'aujourd'hui, quand on entend consommation verte, on pense souvent consommation de luxe. À l'image de l'explosion du bio et du commerce équitable, les produits de consommation écolo ont la cote. Seul petit bémol, le ménage moyen de la classe ouvrière n'a pas les moyens de s'offrir ces produits. Par exemple, attendre des gens qui mangent moins de viande. Déjà, c'est plutôt irréaliste, mais c'est surtout un petit peu injuste. C'est un privilège d'acheter des viandes plus chères, même si c'est moins souvent, et c'est aussi un privilège de pouvoir réfléchir à ses repas semaine après semaine. Une mère célibataire qui travaille 50 heures par semaine au salaire minimum pour nourrir ses 2 enfants, je pense qu'elle s'en fiche de la provenance de la viande, elle veut juste quelque chose de simple et d'abordable pour pouvoir le cuisiner rapidement, tout en se reposant le soir, et aussi parce que ça permet d'économiser quelques euros qui peuvent être utiles par exemple pour partir en vacances en famille, vacances dont tout le monde a besoin pour échapper un peu de son quotidien. Et au-delà de ça, évidemment, le problème ne se limite pas à l'alimentation. On peut prendre par exemple la mode actuelle qui consiste à limiter le nombre de vols en avion. Le sentiment, il est noble. En soi, c'est une super idée. Si vous pouvez ne pas prendre l'avion, faites-le, prenez le train, prenez le bus, ne partez pas du tout. Ça contribue à diminuer les dommages causés sur l'environnement par l'avion. Donc en soi, c'est une bonne chose. Mais outre le fait que partir en vacances, c'est déjà un privilège en soi, partir en vacances sans partir en avion, c'est un autre privilège. En Europe centrale, si vous voyagez d'un pays à l'autre, l'avion, c'est quasiment toujours le moyen de transport le moins cher. Si vous dites à une famille de la classe ouvrière qui a économisé toute l'année pour sa semaine en Espagne de prendre le bus ou le train, ils vous répondront qu'ils peuvent pas se le permettre, que ce soit en termes d'argent ou en termes de temps. De plus, lorsqu'on parle d'achat écologique, on parle souvent d'investir, que ce soit dans un cosmétique, un vêtement, n'importe quel produit éthique ou écologique, en oubliant souvent que la base de l'investissement, c'est de placer, d'employer des capitaux dans une entreprise. Pour pouvoir investir, il faut avant tout avoir de l'argent. Et donc, investir dans des produits éthiques, en tout cas ne faire que ça, c'est un peu un truc de riche. Et même quand on touche à des sujets comme le minimalisme ou le zéro déchet, où on prône la décroissance, on se retrouve malheureusement face à des discours qui sont parfois un peu déconnectés des réalités économiques. Alors, le zéro déchet, franchement, c'est super, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas oublier que un déodorant écologique, par exemple, ça va coûter 10 €. Alors certes, il va durer plus longtemps, mais quand on a un budget minuscule et instable, ça peut sembler logique de continuer d'acheter son déodorant à 1,50 € au supermarché. Et puis, au-delà du coût monétaire, de l'argent, etc., il y a surtout un vrai coût psychologique, un coût mental derrière tout ça. Pour se documenter sur les alternatives à la consommation traditionnelle, pour déconstruire nos automatismes, ou encore pour mettre en place de nouvelles habitudes,
Il faut plus que du temps, il faut de l'espace mental. Un luxe que malheureusement la pauvreté n'autorise pas. Quand quelqu'un vit dans la précarité, c'est malheureux à dire, mais il a d'autres priorités que le nombre de déchets qu'il produit. L'écologie, elle passe au second plan, parce que c'est pas l'écologie qui va permettre de survivre dans l'immédiat. On regarde à court terme, ce qui n'est pas un principe écolo, mais bien la seule chose qui compte à l'instant T. L'urgence personnelle, en fait, elle va surpasser l'urgence globale. De toute façon, pour être écolo, c'est clair qu'il faut une énergie de dingue, parce que être écolo, ça veut dire être capable de jongler entre la colère envers les pouvoirs publics immobiles, la culpabilité d'avoir l'impression de jamais en faire assez, et du coup la nécessité, ou en tout cas le sentiment de nécessité qu'il faut toujours en faire plus pour pallier tout ça. Donc avoir l'énergie mentale pour faire tous ces cheminements, etc., c'est un privilège. Pour reprendre l'exemple de la mère célibataire de tout à l'heure, je pense qu'elle a autre chose à faire que de penser à tout ça. Et est-ce que c'est de sa faute ? Est-ce qu'on peut vraiment blâmer les pauvres pour ne pas avoir le temps de réfléchir et d'agir ? Est-ce que le problème il vient pas d'un peu plus haut ? Face à la situation climatique, on parle souvent de changement de mode de consommation, avec pour objectif final, comme on dit dans le milieu, la sobriété heureuse. L'idée est que chacun devrait accepter et arriver à vivre mieux, avec moins, et réapprendre à profiter des plaisirs simples de la vie. Et si chacun le fait, on pourrait réduire la pression qu'on a sur la nature. À première vue, franchement, l'idée, elle est géniale, et elle a tout pour plaire, mais toutefois, comme toujours, elle semble en décalage avec la réalité de l'époque. Est-ce qu'on peut vraiment prôner un renoncement matériel à l'heure où tout est question de pouvoir d'achat ? Je sais pas. Et puis, considérer que la catastrophe écologique repose simplement sur la somme de tous nos comportements individuels, ça cache quand même une grosse partie du problème. Certes, dans l'ensemble, nos modes de consommation ils sont très polluants et ils doivent évoluer. Mais entre un Français au salaire médian d'environ 1 800 € et un cadre supérieur au salaire médian d'environ 3 200 €, les impacts environnementaux ils peuvent être d'ordre de grandeur très différents. Le premier, il dispose souvent d'un seul logement, plus petit, d'une seule voiture par foyer, de peu d'appareils électroniques high-tech, il prend peu ou pas l'avion, et puis d'une manière générale, il consomme moins. Les études montrent de façon consistante que la majorité des émissions de CO2 sont générées par les plus riches. En termes d'impact, demander à une personne aisée de faire des renoncements dans ses consommations, c'est pas la même chose que de demander ça à une personne à revenu plus faible. Pour les consommateurs aisés, renoncer à certains biens matériels est bien plus simple, parce que vivre mieux avec moins, c'est quand même plus facile quand on dispose de beaucoup, pour ne pas dire trop, à la base. En fait, on peut se préoccuper de réduire sa consommation que à condition de déjà vivre dignement, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas, et ce, même en France. Et à défaut de parler de sobriété heureuse, certains sont simplement forcés à une sobriété, et dans ce cas-là, on parle pas de sobriété heureuse, mais de précarité. Or, bien sûr, si on cherche bien, on trouvera toujours, même chez les moins aisés, de consommation qui n'étaient pas forcément utiles. Mais l'accusation est simple, et là encore, ça cache beaucoup de choses, parce que renoncer à acheter un vêtement alors qu'on en a déjà beaucoup, c'est pas la même chose que renoncer au seul achat plaisir de l'année. En accord avec ces positions immatérielles, la sobriété, elle postule généralement que l'expérience immatérielle est plus importante que le bien matériel. Le contact avec la nature serait plus essentiel que l'achat du dernier smartphone. Avoir une vie sociale riche serait plus important que d'acheter un nouveau téléviseur. La culture serait plus nourrissante que le fast-food. Alors, certes, c'est sans doute vrai, mais il ne faut pas oublier que l'accès à la culture, à la vie sociale, à la nature, ce sont déjà des privilèges qui ne sont pas accessibles à tous. Tout le monde n'a pas un jardin, ni même la possibilité de faire des balades régulières dans la nature. Tout le monde n'a pas moyen de faire garder ses enfants pour profiter d'un restaurant entre amis. Et puis tout le monde n'a pas les moyens d'aller régulièrement au musée ou au cinéma. Et pas seulement des moyens monétaires, mais aussi parfois parce que tout simplement dans les zones de précarité, il n'y a pas toujours ces infrastructures. Et parfois les choses matérielles sont tout ce qu'il est possible de consommer pour rendre la vie meilleure. Et du coup, en un sens, se penser dans une dynamique minimaliste et de sobriété, c'est déjà se rendre compte qu'on a trop. Il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal dans tout le discours de la sobriété heureuse. Parce qu'en fait, il conteste la société de consommation tout en reprenant ses mécanismes. Ce serait aux consommateurs d'agir pour faire évoluer le système. Ce ne sont pas les consommateurs qui décident de comment fonctionne le système économique. Il est le produit de forces économiques et politiques qui nous dépassent et face auxquelles le pouvoir de consommateur, il est malheureusement pas grand-chose. Trop souvent, la sobriété heureuse, elle se résume à une injonction à être un consommateur responsable et du coup, ça a pour effet de dépolitiser l'écologie.
Alors que l'écologie, elle repose aussi et surtout sur une transformation sociale, des luttes politiques, des luttes culturelles, et pas sur une simple équation d'offre et de demande. Évidemment, cette transformation, elle n'a rien d'aisé puisqu'elle implique des changements politiques complexes et la prise en compte de réalités sociales et économiques qui le sont encore plus, notamment dans des sociétés mondialisées. Et l'écologie ne va pas sans cette idée de justice sociale, puisque l'égalité, elle est importante en termes de santé et de bonheur, mais elle est aussi meilleure pour l'environnement. Dans les pays riches plus égalitaires, les gens consomment en moyenne moins, produisent moins de déchets et émettent moins de carbone. Et puis l'avantage le plus important de l'égalité, c'est sans doute qu'il nous pousse à avoir des comportements moins dommageables pour l'environnement. Dans les pays économiquement inégaux, la pression exercée sur les consommateurs afin qu'ils achètent des produits pour être au niveau de leur père des personnes qui comptent, elle est énorme, que ce soit en termes de vêtements, de mode, de nouvelles voitures ou de tout autre symbole de statut social. On est encouragé à avoir des aspirations, à s'améliorer, et non pas pour le bien de tous, mais pour des raisons égoïstes. Un bon emploi, c'est plus celui qui profite à la société, mais celui qui permettra d'avoir un bon salaire. Dans un pays plus équitable, les gens sont en général plus prudents, les transports sont meilleurs, et le besoin de suivre ceux qui sont au-dessus de nous et d'imiter leur comportement, il se fait beaucoup moins sentir. Le sociologue Jean-Baptiste Comby, il s'est intéressé à la question de l'appropriation des questions écologiques par les classes dominantes, et il s'est rendu compte que le rapport entre l'écologie et les classes populaires, il était assez conflictuel. D'un côté, l'écologie et son mode de vie sont un mode de distinction de la classe dominante. De l'autre, la classe dominée va avoir construit une image négative de l'écolo puisqu'elle va l'assimiler un peu à des actions de bobo. Symboliquement, le discours de la classe populaire, en tout cas celui qu'on lui attribue, fait état de préoccupations plus réalistes. En fait, plus que des pratiques écologiques, c'est véritablement une histoire appropriée par les classes dominantes que rejette la classe populaire. Elle s'oppose à une étiquette d'écolo dans une logique de conflit de classe un peu intériorisé. Et ce conflit, il est alimenté par une réalité, la difficulté d'accession des classes populaires à l'écologie. En effet, il y a un certain nombre de pratiques qui a tendance à les exclure, comme celles qu'on a pu évoquer auparavant, mais aussi, par exemple, comme l'inégal accès à l'information, tant en ce qui concerne les dangers de l'environnement proche, mais aussi en ce qui concerne les solutions individuelles possibles, par exemple. Ça tend à freiner les populations concernées, puisque les problèmes auxquels elles vont faire face vont être soit occultés, soit sans issue envisageable. Pour autant, les classes populaires sont-elles étrangères à l'écologie ? Selon le politologue Paul Ariès, les classes populaires ont un mode de vie plus propice à la transition écologique. En effet, il suppose par exemple qu'elles peuvent développer un rapport à la consommation différent, pas exclusivement dû au fait des moyens limités. Elles sont plus à même de se détacher de la consommation de masse puisqu'elles en sont les principales victimes. Selon lui, les classes populaires ont, dans leur rapport au monde extérieur, un souci pour la justice sociale. Et de ce rapport pourrait découler la possibilité de se détacher d'un système de consommation effréné en vue d'une distribution plus égalitaire et raisonnée des ressources. Il est impossible de réclamer la justice climatique sans justice sociale. D'un point de vue mondial, ce sont les personnes les plus pauvres, des pays les plus pauvres, qui souffriront le plus, et qui souffrent d'ailleurs déjà le plus, du réchauffement climatique. Le dit réchauffement climatique qui est de la responsabilité des pays riches pour l'immense partie. Non seulement nous ne sommes pas égaux devant les catastrophes selon notre situation sociale, mais on n'est pas non plus égaux en termes de responsabilité. Constat très bien résumé dans un rapport de l'ONG Oxfam. La moitié la plus pauvre de la population mondiale est responsable de seulement 10% environ des émissions de CO2 dues à la consommation individuelle, alors qu'elle vit dans les pays les plus vulnérables au changement climatique. Parallèlement, environ 50% de ces émissions sont imputables aux 10% des habitants de la planète les plus riches. Notre mode de développement, il est actuellement insoutenable. Non seulement parce qu'il est injuste socialement et désastreux pour l'environnement, mais aussi du fait de son inaccessibilité à l'immense majorité de la planète. Pour que tout le monde puisse participer, il faut que le travail soit mieux réparti et il faut aussi que les hommes prennent leur part puisque l'écologie individuelle, c'est un travail domestique qui incombe donc la plupart du temps aux femmes. Cependant, populaire ne rime pas avec rien faire. En effet, l'enquête participative sur l'écologie, les valeurs, les comportements et la démocratie, organisée par Arte en mai 2020 dans 15 pays, démontre que le sentiment d'urgence face à la situation climatique dépasse les frontières sociales. Cette vaste enquête, elle révèle que plus on est défavorisé, plus on est alarmiste. Pour 46% des plus précaires, fin du monde et fin du mois ne vont pas l'un sans l'autre. Les plus favorisés ne détiennent pas le monopole de la bonne volonté écologique. Les membres des classes populaires s'inquiètent eux aussi de la dégradation des écosystèmes naturels, de même qu'ils ne sont pas fermés aux injonctions éco-citoyennes. Il apparaît qu'on peut aussi être écolo en étant pauvre.
Un logement exigu et une modeste facture de chauffage, pas de vacances et une mobilité réduite au minimum sont des exploits auxquels se livrent des millions de Français et Françaises sans pourtant se prévaloir d'être écolo. L'appréhension par les classes populaires de l'écologie ne relève donc pas de l'incompréhension ou du désintérêt, même si elle reste cependant marquée d'une certaine distance par rapport aux discours écologiques dominants desquels elles sont dépossédées. Si la mise à distance de l'écologie ne correspond pas à une insouciance ou une incompétence envers l'environnement, elle exprime une remise en cause de la distinction que peut procurer le label éco-citoyen. En bas de l'échelle sociale, les enjeux environnementaux font rarement l'objet d'appropriations motivées par la valorisation de soi, mais prennent plutôt appui sur des schémas différents, souvent d'ordre pratique ou élaborés à partir d'autres questions. Ainsi, si certains aspects de l'écologie actuelle, basés sur une consommation plus verte, sont probablement des privilèges, cela n'empêche en aucun cas les classes populaires d'être sensibles au sujet et d'agir en fonction de leurs moyens. Encore une fois, j'aimerais rappeler que pour moi, une personne qui est riche et qui donc va quasiment systématiquement plus consommer et avoir un impact d'autant plus important sur la planète, a le devoir et la capacité de prendre ses responsabilités, peut-être plus qu'une personne pauvre. Aujourd'hui, l'écologie, c'est aussi une lutte sociale. Si vous pouvez vous le permettre, continuez de vous battre pour l'écologie au quotidien avec des petites actions ou des plus grandes actions, mais ne projetez pas vos attentes et vos actions sur une autre personne dont vous ne connaissez pas la situation, parce que derrière l'écologie se cachent beaucoup de privilèges. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait très plaisir et puis ça m'aide à m'améliorer. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci!